l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse, pour lequel j'ai souvent beaucoup de questions, les réseaux sociaux. Et je vais commencer, je sais que j'ai une FAQ, je l'ai postée, j'ai des questions. Mais je vais commencer d'abord par vous expliquer pourquoi on est sur les réseaux sociaux, pourquoi on crée du contenu. Et en fait, c'est quoi tous ces termes? Création de contenu, influenceur, collaboration. Dans 60% des questions, on parlait de collaboration, comment avoir des collabs avec les marques, comment faire ci, comment faire ça, etc. Il faut savoir que quand on débarque sur les réseaux sociaux, normalement, en tout cas c'est mon cas à moi, c'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de personnes que je connais. En fait, on est animé par une seule chose, c'est partager. C'est créer du contenu, donc la créativité, mais aussi partager, donner quelque chose à des gens, à un public, à une audience. Souvent, on dit si on peut apporter à une personne, ok, et puis si ça prend, si ça monte, alors voilà, on est super content. Mais de base, c'est ça, être créateur de contenu, c'est créer du contenu et aimer le partager aux gens. Et c'est la seule chose par laquelle vous devez être animé. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être rien en tirer de matériel. Il faut sortir un peu de cette dynamique transactionnelle. On a l'habitude de faire des choses pour recevoir des choses en retour. Mais quand on crée du contenu, c'est un passe-temps comme tous les autres passe-temps. C'est-à-dire quand je vais peindre, j'attends pas quelque chose. Quand je vais cuisiner, j'attends pas quelque chose. Il faut sortir de cette logique transactionnelle. Donc vous allez peut-être donner du temps, mais ça va vous faire kiffer. Moi, je partageais autant quand j'avais 100 abonnés, que j'étais en compte privé, que maintenant. Et c'était à peu près les mêmes types de choses. Ça fait partie de ma personne. Le fond a toujours été là. La forme varie. Donc j'apprends, j'évolue. Aujourd'hui, je peux en faire quelque chose à temps plein. Je peux imaginer en faire un métier. Donc ça, c'est ouf. Mais de base, c'est ça. Et il faut que vous le sachiez dès maintenant parce que ça va vous demander de l'énergie et du travail si vous voulez vraiment, comme vous dites, percer sur les réseaux sociaux ou en tout cas augmenter votre visibilité, avoir une audience qui est durable, qui est quantitative, etc. Et pour être régulier, pour ne pas baisser les bras, forcément, il va falloir que vous soyez motivé par quelque chose. Votre vision, votre why, c'est la base. Donc si votre why, c'est les collaborations et gagner des sous, vous allez vite perdre patience et vous allez vite vous ennuyer. Donc le why, pour moi, c'est partager, créer, innover et vraiment voilà, être dans cette logique-là de construire un espace, peu importe le domaine, que ça soit de la cuisine, que ça soit quand tu es influenceur food ou quand tu partages juste du lifestyle ou des voyages ou tu crées du contenu plus intellectuel. La logique est de créer un espace, une communauté où vous vous sentez bien et où les personnes se sentent bien, où vous allez les inspirer, où vous allez produire des choses que vous kiffez. Ça, c'est pour le petit disclaimer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? On a beaucoup de distinctions entre créateurs de contenu, influenceurs et tout. Donc nous, on va un peu sortir de ça. On va parler de création de contenu. Et on va parler du avant. Les questions que j'avais, c'était comment trouver du contenu, comment avoir peur de ne pas flop, comment se lancer, comment poster régulièrement, comment commencer finalement. Et qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer? Ça, on est dans le amont. Moi, tout commence 3 ans avant. Aujourd'hui, donc quand je m'expatrie à Dubaï. J'ai à peu près 100-200 abonnés, je suis en compte privé, j'ai 10 stories de livres, je partage mes expos, je partage ma vie, je partage mes recettes, pendant le confinement d'ailleurs. Et voilà, je suis la même personne. Quand je m'expatrie à Dubaï, je me dis, franchement, c'est un truc qui pourrait intéresser. Moi, j'aimerais bien donner des infos sur le VIE, sur comment partir travailler à l'étranger. À l'époque, j'avais 22 ans et honnêtement dans mon entourage personne ne l'avait fait. On venait finalement d'être diplômée et j'étais un peu une des pionnières, une des premières à m'expatrier à l'étranger pour un vrai job, pour un vrai travail. Et du coup je me dis ok, j'ouvre mon compte YouTube, mon compte Instagram et on va parler de ça et aussi pour montrer la vie à Dubaï. En plus on était encore en confinement, du coup c'était vraiment wow, genre il y a quelqu'un qui nous montre de la vie ailleurs qu'en France, là où tout est un peu éteint. J'ouvre mon compte et de là, de fil en aiguille, forcément, je parle de toutes les choses qui m'animent et qui ont aussi un lien avec l'expatriation, donc la scolarité, l'orientation pro, l'évolution en anglais, enfin plein de choses comme ça. Et mes OOTD, voilà, mes petits cafés esthétiques à Dubaï, beaucoup de spiritualité, en fait toutes les choses qui sont au carrefour de ma personne.
et je commence à avoir un format qui est assez régulier sans être rigoureux. Donc je faisais surtout à l'époque, moi j'avais pas la fonction Reels, donc je ne faisais pas de vidéos, etc. C'était surtout des stories et beaucoup de posts en carrousel. Donc je faisais beaucoup de carrousel où je choisissais un sujet. Par exemple, mon premier carrousel, c'était comment édifier son intellect. Je me rappelle, c'était mon premier post où vraiment je l'avais travaillé et tout. J'avais même fait un mini podcast que j'avais mis en IGTV parce qu'à l'époque ça existait. Et j'avais parlé, je vais vous le mettre là, j'avais parlé de plein de choses par rapport à comment édifier sa culture générale et tout, parce que c'était une question qui m'était posée tout le temps. Et moi, j'ai toujours eu à cœur de voir ce que les personnes avaient besoin. Pour moi, c'est primordial d'apporter ce que moi, je pense que les gens ont besoin, parce que parfois, on ne sait pas justement ce dont on a besoin, parce qu'on n'en a pas connaissance. Et également de toujours prendre les retours, de toujours prendre les demandes, les besoins. Par exemple, là, on m'a dit « Anya, j'aimerais trop que tu fasses un podcast sur comment trouver son but dans la vie. » Hop, ça part, il y a un besoin, je le fais. Donc, voilà, du coup, on m'a posé cette question, je l'ai fait. C'était mes premiers petits carousels et... j'ai cru que mon pied était cassé. Mes premiers petits carousels et donc, comme ça démarre, je rentre, je continue et tout. Mais jamais avec beaucoup de régularité, forcément, parce que j'ai une vie à côté. J'ai un CDI, je travaille, je suis avec ma famille et... je partage un peu au feeling en me disant, voilà, il n'y a pas forcément d'organisation à avoir. J'essaye de poster tout le temps, forcément, mais voilà, je ne suis pas encore en mode, je peux en faire mon quotidien. Là où ça commence à prendre une autre tournure, c'est que, en fait, je me plais tellement au truc que, en fait, avant ça, j'étais un compte qui ne montrait pas son visage. C'est des comptes faceless, c'est comme ça qu'on les appelle. J'avais quand même généré beaucoup d'engagement, déjà 10, 15 000, 20 000 abonnés quand je ne montrais pas mon visage. Je crois que j'étais à 20 000. Et pour autant, enfin, j'étais super proche de communauté qui était là. Donc du coup, à ce moment-là, dites-moi si vous faites partie des anciens. À ce moment-là, j'avais beaucoup d'ambition. Je venais de créer mon association Concentré de talent. Je voulais faire des vidéos en fait de vulgarisation. Je voulais parler de livres. Je voulais faire plein de choses. Et du coup, le format le plus adapté à ça, c'était les Reels. Et c'était justement en montrant son visage. Donc je me fais justice et il y a un an jour pour jour, limite, parce qu'on était en mars, je commence à montrer mon visage. Et là, il y a quelque chose qu'il faut vous dire également par rapport à la peur. Moi, j'avais peur des réseaux sociaux. Je voulais pas montrer mon visage, c'était parce que j'avais peur des fous en fait. Et je sais pas, j'avais peur en fait qu'on associe, que mon visage soit sur internet et tout. Et je comprends les personnes qui ne veulent pas montrer leur visage, mais à ce moment-là, moi je me suis dit, ok, est-ce que je vais renoncer à mes ambitions, à mes projets, à tout ce que je veux apporter pour des peurs de quoi? 3, 4 personnes, en fait, c'était pas possible. Je me suis dit, je pousse les gens à chaque fois se faire justice, à pousser leurs croyances limitantes, à ne pas se bloquer la vie pour des gens qui ne comptent pas. Donc je me suis dit, ok, c'est bon, c'est parti. Il faut être sûr de quelque chose parce que du coup, la question, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer? Le monde est méchant, comme dirait notre amie Niska. Vous n'allez pas avoir que des retours positifs, vous n'allez pas avoir que des commentaires positifs. Il ne va pas vous arriver que du bien sur les réseaux sociaux, c'est normal. Mais je peux vous assurer que le positif prend le dessus sur le négatif. Par contre, il faut se blinder. Il faut des proches à côté, je vous jure, parce que ça c'est trop primordial. Quand vous allez avoir votre première sauce, votre deuxième sauce, troisième sauce, des DM de fous, malveillants, virulents, au début vous aurez besoin de vos potes, vous aurez besoin de vos proches pour envoyer et dire mais pourquoi en fait, et vos potes ils vont vous dire non mais on s'en fiche et tout et tout. Ça va vous rassurer. Mais voilà, il va falloir se blinder parce que le monde des réseaux sociaux c'est un monde... voilà, horrible. Et moi, je le vois du haut de mes petits, genre de ma petite audience. J'ai 50 000 abonnés, c'est pas énorme. Donc je me dis, les gens comme Yanissa, comme Lena Situation, enfin c'est les personnes que je suis, ça doit être tellement dur au début. On le voit, il y a des vagues de cyberharcèlement. Lena Situation, elle en a fait les frais plusieurs fois, ou des plus petits créateurs de contenu. C'est sur ça en fait qu'il faut vous préparer déjà dans un premier temps. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Que la créativité ne doit jamais s'effacer au profit du numérique, de l'algorithme, de ce que les trends attendent de nous. Ça, c'est primordial. Ne vous laissez pas happer par ça. En fait, faites ce que vous aimez, soyez authentique, soyez sincère. Quand on me demande le meilleur conseil pour se lancer sur les réseaux sociaux, c'est ça. Soyez qui vous avez envie d'être. Si ce dont vous parlez vous plaît, forcément, ça pourra plaire à d'autres gens. Il y a des gens qui sont comme vous, qui vont kiffer ce que vous faites. L'authenticité, c'est vraiment le top 1 conseil. Parce que si vous n'êtes pas sincère, si vous voulez plaire, si vous voulez suivre des tendances, vous allez vous essouffler et puis ça se verra. C'est pas le top. Je vous donne un exemple. Souvent, on parle de l'algo. Comment
aller avec l'algo, comment dompter l'algo. Vous savez que, voilà, on nous dit les Reels, il faut qu'ils soient petits, il faut qu'ils soient très captivants d'un coup, il faut qu'il y ait des loopings, que les gens ils regardent plusieurs fois, donc il faut mettre en légende des choses, etc. Sachez que moi, mes réels qui ont le plus marché sont des réels qui durent plus de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. J'ai même un réel qui a très bien marché, qui dure 7 minutes. Là, on ne parle même plus de Reels à ce moment-là. Parce que, en fait, ça correspond à ce que j'aime et à ce que mon audience aime. Les slow talk, prendre le temps d'apprendre des choses. Je peux faire une review d'un livre pendant 2 minutes et avoir un temps d'engagement jusqu'à la fin parce qu'on a toutes les statistiques qui est quasi constant. Pourquoi? Parce que je poste ce que j'aime et que vous aimez ce que j'aime. Vous voyez, parce qu'on se ressemble. En fait, on a les abonnés qui nous ressemblent. Il ne faut pas aussi écouter tout le monde qui va vous dire « Ouais, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça ». Il faut tester. Ça, un autre conseil, il faut tester. Il faut, au début, ça va être le fouillis, mais encore heureux. Vous n'avez pas 1 million d'abonnés, il n'y a pas besoin que ça soit clean. C'est maintenant ou jamais. Moi, je continue encore à tester. Il faut tester les formats, les contenus, le fond, la forme, tout, que ça soit des vlogs, des reels plus courts, plus longs, avec des écritures là, des écritures dans la légende, les carousels. Il faut tester, il faut faire des boîtes à questions, voir ce que votre audience elle aime et qu'est-ce qui vous plaît dans ce que votre audience aime. Vous voyez, par exemple, moi, je sais pas, je me suis lancée dans les live Twitch. J'aime bien, mais avec parcimonie, c'est-à-dire je ne pourrais pas stream tous les 2 jours, tous les 3 jours, impossible, vous voyez. Mais je kiffe ce moment-là, parce que c'est un moment où on va vraiment interagir. Donc si moi, mon audience, ma communauté me dit « Ania, fait des live Twitch très souvent », moi je ne vais pas en faire très souvent, je vais en faire quelques fois. Je ne vais pas me forcer à faire des choses qui me drainent en fait. Donc il y a ça, il faut être dans la balance, dans l'équilibre entre ce que vous aimez, ce qui est attendu de vous, mais toujours avec sincérité. Ne faites pas des choses qui ne vous plaisent pas, ne suivez pas les trends, soyez vous-même. Pourquoi? Parce que c'est toutes les personnes qui ont amené cette chose-là unique, ce qu'on appelle le génie, qui ont finalement lancé des tendances. Avant, les vlogs n'existaient pas, avant les vidéos make-up n'existaient pas, avant le streaming gaming n'existait pas. Les gens ont été précurseurs parce qu'ils n'ont pas suivi ce qui se faisait déjà. Et c'est grâce à ça que ces personnes-là ont imposé en fait leur style, leur place et tout ça. Comment développer sa créativité? C'est aussi une question que j'ai souvent. Pour moi, il y a 2 phases par rapport à ça. Il va y avoir tout ce qu'on appelle la veille, donc être sur les réseaux sociaux, et c'est pour ça aussi qu'on a un gros temps d'écran en tant que créateur de contenu. Vous allez devoir regarder les créateurs qui vous inspirent, vous allez devoir passer beaucoup de temps pour voir ce qui se passe. Ensuite, vous avez un dossier que vous créez, moi je l'ai avec idée de poste, et là que ça soit sur la forme, sur le fond, sur des choses que je vois, et je me dis ah là, elle n'a pas poussé sur tel point, moi j'aimerais bien apporter telle vision, tel prisme et tout. Il faut que vous ayez cette veille continue, cette veille stratégique de ce qui se fait pour pouvoir justement éveiller votre créativité, votre inspiration. Ça, c'est 50%. L'autre 50%, c'est vous et vous. Brainstorm continue. Dès que vous avez une idée, vous la notez. Posez-vous avec vous-même et dites-vous qu'est-ce que j'ai envie de faire moi. Quand j'ai commencé en mars, là, il y a 1 an, vraiment sérieusement, les réseaux sociaux, j'ai tout noté. Aujourd'hui, j'ai ma note qui continue, mais qui date de là. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de parler de tel livre, j'ai envie de parler de la prépa, j'ai envie de parler des sacrifices, j'ai envie de parler de l'expatriation, qu'est-ce que j'ai à apporter, si ça, la culture générale, l'éloquence, etc. Et tout ce qui vous vient en tête, qui vous semble intéressant, qui vous aurait aidé. Et pareil, hein, là je parle de choses en lien avec moi, mais je sais pas moi si c'est des recettes à bas prix, des recettes avec juste un ingrédient, des recettes sans gluten. J'aimerais bien faire une recette avec ramener un artiste et nanani. Et voyez grand, vous ne rêvez pas trop. Non, il faut voir grand parce que c'est que en voyant grand que vous allez, c'est l'expression, hein, viser la lune pour atterrir dans les étoiles. Donc si vous voyez petit, forcément, bah, ça sera petit. Écrivez tout et ayez toujours cette vision-là. Réfléchissez quand vous voyez quelque chose, notez-les directement. Ça, c'est important pour ne pas l'oublier. Et ayez voilà, votre to-do en vrac de tout le contenu que vous voulez faire. Ça, c'est super important pour trouver l'inspi quand vous n'en avez pas. Ensuite, vous pouvez vous faire des timeboxing pour les gens qui sont déjà lancés sur les réseaux sociaux. Si vous voulez faire beaucoup de réels sur un sujet, vous allez prendre par exemple 1 heure et vous avez déjà vos sujets qui sont écrits sur vos notes. Vous allez lui dire, ok, bah là je vais en tourner 1, 2, 3. Ça, c'est une autre question qui revient souvent, l'organisation, comment s'organiser. Ça, c'est comme pour tout. Comment organiser vos projets, c'est votre méthode d'organisation. Mais il va falloir forcément que vous ayez des plages horaires qui soient liées aux réseaux sociaux. Au début, ça va être dur parce que quand on commence quelque chose, ça prend du temps. C'est-à-dire que vous avez un gros gap entre je commence, donc là c'est toute la partie où c'est galère et donc ça vous prend grave du temps. Une fois que vous avez passé ce petit step là,
vous arrivez dans votre zone de confort et vous allez voir votre téléphone, ça devient l'extension de votre bras. Ce sera beaucoup plus simple d'utiliser CapCut, de comprendre les choses, de faire des stories, voilà, vous allez capter le truc et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous allez gagner en assurance et tout et là vous allez vous motiver. Ça c'est important. Pour l'orga, je pense que ça dépend si ça va être votre taf à plein temps, si vous avez vos autres choses à côté. Et comme pour tout, gagner du temps dans les transports, essayez de regrouper vos activités. Comme je disais, si vous devez tourner plusieurs réels, faites-le d'un coup, changez de haut et faites avec plusieurs sujets. N'oubliez pas d'avoir toujours justement des choses dans votre boîte quand vous avez du temps. Vous réfléchissez pas 3 heures à ce que vous allez faire. Donc voilà, prenez le temps de créer du contenu, de réfléchir à du contenu et surtout de kiffer ce que vous faites, de parler avec votre communauté parce que c'est le plus important. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça bizarre d'appeler ça des abonnés. Je sais pas quel est le mot, mais voilà, pour moi, si on crée quelque chose, c'est pour partager et le partage, c'est dans les deux sens. Donc côté orga, essayez de faire comme vous pouvez, ne vous surchargez pas, ne vous dites pas, il y a beaucoup de gens aussi qui se disent ça, parce que je ne peux pas poster tous les jours, je ne commence pas, je vais commencer à faire ci, après je vais pas tenir, oh mais c'est chiant parce que si on poste pas tout le temps, l'algo il va nous oublier, ou ci ou ça. Non, organisez-vous de la manière dont vous pouvez, commencez, votre site va ressembler à quelque chose, les gens vont partager s'ils kiffent, et au final ça va vous motiver de plus en plus, de plus en plus. Et même si vous créez que pour vous, je vous jure que c'est pas du temps perdu parce qu'on apprend en compétences, on fait quelque chose qui est cool, ça nous fait... en fait, on conserve des souvenirs, on conserve une partie de notre vie sur ce média-là, sur ces plateformes et ça, c'est super cool. Donc voilà, j'avais aussi plein de questions dans ce sens, hein, comment poster régulièrement. Pour poster régulièrement, il faut aimer ce qu'on fait, il faut avoir du temps pour ce qu'on fait et il ne faut pas se mettre trop de pression. Vous allez trouver votre flow, votre capacité, votre flux de travail avec le temps. Ensuite, est-ce que tu avais une vraie vision de ce que tu voulais faire sur les réseaux avant de commencer? Comme je vous disais, oui et non. Le fond a toujours été le même, la forme varie. Donc ma vision, c'est ma vision de vie. C'est franchement aller écouter mon dernier podcast sur The Purpose of Life, donc vraiment le but de vie. Moi, ma vision et mes valeurs dans la vie, ça a toujours été d'inspirer, de motiver. J'ai toujours voulu laisser une trace, que ce soit dans un cercle restreint ou dans un cercle plus large. Et ce potentiel-là, cette chose qui m'anime, va se retrouver dans mes activités. Donc là, j'ai choisi les réseaux sociaux pour le faire. À côté, je suis aussi présidente d'une association que j'ai créée pour ça. Je vais le faire, je ne sais pas, dans mon cercle proche. Je vais le faire à travers l'écriture. Je vais le faire à travers moi-même, envers moi-même. Une vraie vision de ce que je voulais faire sur les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est la vision que j'ai dans la vie, de faire des choses nobles qui puissent apporter au monde. Même avec du lifestyle, on peut le faire. Donc voilà, moi ça a été ça a été de vouloir amener du positif, de vouloir un petit peu changer la vie de, comme je disais, même de une personne, de 1%, voilà, de motiver et de pouvoir partager la lumière en fait qui jaillit dans ma vie, de pouvoir la redistribuer. J'écoute la phrase, la tradition prophétique donc islamique qui est « N'est véritablement croyant celui qui aime pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même ». Et en fait, moi, j'ai toujours eu cette phrase qui m'a drivée, où je me dis, quand quelque chose m'arrive de bien, je ne peux pas le garder pour moi. Pour moi, c'est une injonction. J'ai le devoir de partager ça pour que les gens en profitent aussi. Donc, je ne vais pas faire du gatekeeping. Si je sais comment partir à l'étranger, je vais le dire. Si je sais comment gagner des sous, je vais le dire. Si je sais comment percer sur un truc, je vais le dire. En fait, voilà, je veux partager ce qui, moi, rend plus beau mon quotidien. Ça, c'est important. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Donc on va parler maintenant des collabs. Donc comment je trouve mes collabs? Est-ce que je suis rémunérée en général? Ouais, c'est ça, des questions sur les collabs. J'en ai beaucoup. Comment faire une collab? Est-ce qu'on peut demander des collabs? Comment aller vers les marques? Comment faire une demande de collab avec une marque? Tout ça. Donc voilà. Il y a 2 types de collaborations. Tout en sachant que, petit aussi disclaimer, pourquoi on fait des collaborations? On fait des collaborations parce que on crée du contenu et ce contenu-là, on l'offre gratuitement. C'est parce qu'on a envie de le faire et les collaborations rémunérées nous permettent de vivre et avec cet argent, de pouvoir accorder plus de temps au contenu concret. Donc quand vous avez l'impression qu'un créateur de contenu devient un catalogue, il faut vous dire que vous n'avez pas l'obligation de regarder la pub.
vous pouvez la passer. Mais lui, ça lui permet de vivre, ça lui permet de gagner des sous et de pouvoir se rémunérer avec le contenu qu'il produit pour vous, pour nous, gratuitement. Donc ça, c'est un truc qu'il faut se dire. Vous, c'est gratuit. Elle, lui, la pub qu'il fait, elle vous dérange en rien, ok? Si elle est conforme à son éthique, à son branding, à ses valeurs et tout. Et donc, à chaque fois que vous voyez une pub, dites-vous trop bien. Franchement, grâce à nous, grâce au fait qu'on le follow et grâce au contenu qu'il fait, il arrive à croquer. Incroyable, c'est cool. Voilà. C'est pour ça enfin en tout cas pour ma part, c'est pour ça qu'on accepte des collaborations. Moi, j'ai démissionné de mon CDI il y a 1 an. Je fais d'autres choses à côté de la création de contenu. Mais à partir du moment où, je vous donne un exemple. Moi, je fais du coaching, j'accompagne les personnes dans leurs projets. Divers et variés, dans leur organisation, dans beaucoup de choses, mais notamment surtout dans la partie projet entrepreneurial ou autre. Si je veux faire moins de coaching, pour avoir plus de temps pour créer du contenu, il faut forcément que j'ai une autre source de revenus. Cette source de revenus, elle peut venir de plein de choses que je fais à côté, mais elle peut venir des collaborations. Donc, si la collaboration me permet en un temps moindre qu'un coaching d'avoir une source de revenus, moi, ça me permet d'avoir du temps comme maintenant pour faire du contenu pour vous. Vous voyez un petit peu le schéma. Et ensuite, bien sûr, ça permet de gagner sa vie dans une plus grande mesure. Pourquoi les marques font des collaborations avec les créateurs de contenu et les influenceurs? Pour toutes les personnes qui sont voilà, au fait du marketing, le marketing d'influence a pris une place vraiment énorme dans le budget, mais dans aussi le retentissement. Donc ça a vraiment un impact énorme sur la consommation, sur les consommateurs. Et les marques l'ont très bien compris. Du coup, un influenceur, un créateur de contenu va avoir une image. Cette image-là, elle renvoie des valeurs. Quand vous pensez à quelqu'un que là vous suivez, ça va vous renvoyer par exemple des valeurs de féminité, de sport et je sais pas moi, de dépassement de soi. Ces valeurs-là, la marque va utiliser votre image pour les renvoyer au consommateur. C'est-à-dire qu'elle n'aura même pas besoin de véritablement créer une pub qui renvoie cette image-là. Elle va pouvoir utiliser vos valeurs, votre image pour contribuer à son rayonnement et à sa culture d'entreprise, à son image. Ok ? Et ensuite, il y a le deuxième volet qui est, elle va utiliser votre audience qui vous fait confiance et pour plein d'autres raisons, donc qui lui permet justement aussi de gagner en visibilité, de rayonner. On a le point qui est très important, c'est la confiance. Les créateurs de contenu vont vraiment avoir une relation de confiance avec leur communauté, c'est totalement normal. Comme je vous disais, on crée un espace sain, on crée un espace d'influence, clairement, c'est pour ça qu'on appelle ça des influenceurs. Et cet espace fait que les gens nous font confiance. Et nous, on fait confiance aux personnes qu'on suit et qu'on admire et à qui on cède justement de la fiabilité pour beaucoup. Et les marques donc payent pour justement cette confiance-là que nos abonnés nous octroient. C'est pour ça que quand vous faites des collaborations, si vous en faites un jour, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est que vous soyez à l'aise avec la marque avec qui vous travaillez. Cette marque, elle doit être conforme à ce que vous défendez, aux valeurs que vous incarnez. Donc, il faut justement que vous vous intéressiez à qui vous voulez être dans la vie, à ce que vous voulez renvoyer, à qui vous voulez choisir d'influencer et comment. Ok, ça c'est la première des choses. Ensuite, donc collaboration rémunérée, non rémunérée. Dans le non rémunéré, vous avez ce qu'on appelle le gifting. C'est quand une marque vous envoie des produits ou vous fait tester un service gratuitement, d'accord? Et vous n'êtes pas payé pour ça. Donc là, vous pouvez soit avoir une sollicitation de la marque va vous contacter, va vous dire « on aimerait vous envoyer tel produit, est-ce que vous pouvez me donner votre adresse ?» Vous pouvez accepter oui ou non. Vous n'êtes pas obligé de parler de la marque quand elle vous fait du gifting, d'accord? Mais par convention, en général, on va faire une story pour dire merci, on va le poster, voilà, ça c'est vous et vous, d'accord? Ensuite, si vous avez donc envie, vous pouvez dire à cette marque, par exemple là en ce moment je fais pas de gifting, mais si vous voulez être sur une collaboration plus long-termiste ou plus profonde, je peux vous envoyer mon kit média, mes tarifs, mes modalités, voilà, sur tel mail, etc. Ça, donc c'est si vous voulez faire une collaboration rémunérée avec cette marque. Il va falloir justement, pour passer aux collaborations rémunérées, avoir ce qu'on appelle un kit média. On a beaucoup de gens qui ne prennent pas leur travail au sérieux sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de kit avec leurs statistiques, qui n'ont pas établi de tarifs fixes, qui sont pas pros. Et les marques, elles doivent faire attention aussi de ne pas être lésées par tout ça. Il y a des personnes qui sont lésées côté marque comme côté
créatrice de contenu, créateur de contenu. Donc, il faut faire attention, il faut être sérieux, rigoureux. Il faut travailler avec les marques comme vous auriez aimé qu'on travaille avec vous. Ça, c'est très très important. Vous allez faire votre kit média, il va falloir déterminer comment vous voulez travailler. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Forcément, tout ça va évoluer avec le temps. Vous allez faire des tests, vous allez vous tromper, vous allez vous faire douiller, d'accord? Vous allez faire du bénévolat parfois. Ça va évoluer, vous allez avoir des conseils, vous allez comprendre et vous allez faire des concessions parfois. Et à force, voilà, vous allez plus capter le truc. Tout en sachant que moi, je fais cette vidéo parce que justement, je suis au tout début. Et peut-être que j'arrêterai, hein, je sais pas moi, dans quelques semaines, dans quelques mois, qui sait, mais j'ai un recul pour vous parler justement de ce que je comprends là très récemment, de ce que j'ai compris très récemment. Ensuite, vous avez les collaborations où vous allez démarcher la marque. Vous avez envie par exemple de tester un produit, vous allez envoyer un message à une marque, hello, je suis créatrice de contenu, lifestyle, voyage, food, j'essaye de partager ma communauté elle est intéressée par votre concept et je pense que ça peut apporter à mon audience, donc voilà, je serais ravie de tester votre produit et d'en parler, de partager si ce dernier me plaît, etc. La marque, elle peut vous répondre « Ok, donc donnez-moi vos coordonnées » ou « On ne fait pas de collaboration pour le moment, etc. » Ou de vous demander comment vous travaillez dans ce type de cas, qu'est-ce que vous proposez et tout. Voilà, donc ça, il n'y a aucun souci. Dans ce type de message, vous pouvez aussi démarcher les hôtels, vous pouvez démarcher les restaurants. Tout en sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir beaucoup d'abonnés pour le faire parce qu'on différencie l'influence aussi de la création de contenu, ce qu'on appelle l'UGC. Et là, vous pouvez créer du contenu pour des marques, pour des hôtels, pour des concepts, sans forcément avoir beaucoup d'abonnés. Ça va leur permettre, eux, d'avoir une vitrine, d'avoir une vidéo qui est bien faite, une photo qui est bien faite, quelque chose d'authentique. Ou par exemple, vous allez venir et vous allez dire hello, je vous parle aujourd'hui de Curvitamine. Curvitamine, c'est une marque qui, en fait, eux, ils vont avoir une vidéo toute faite avec un visage qu'ils auront juste à sponsoriser, à mettre sur leur compte, etc. Pour ça, il n'y a pas besoin forcément d'avoir des abonnés. Par contre, ce qui est cool, c'est que vous, en amont, vous pouvez vous entraîner, aller proposer vos services à un resto pour lequel vous avez payé votre repas. En fait, avoir un catalogue pour justement pouvoir démarcher ensuite. Donc voilà pour la partie non rémunérée. Pour la partie rémunérée, vous allez avoir des marques qui vont vous contacter pour vous demander des collaborations, tout simplement. Donc ils vont vous dire, on est intéressé par votre profil, pourquoi, pour telle raison. On est une marque qui fait ça, ça, ça. Est-ce que vous êtes intéressé pour un partenariat? Et si oui, alors comment vous travaillez? Donc là, après, à vous de voir comment vous avez envie de vous positionner. En général, vous allez demander comment ils imaginent la collaboration, quelle enveloppe budgétaire ils ont, quel type de médias ils aimeraient. Et là, bien sûr, c'est du travail d'équipe. Hein. Donc vous allez leur expliquer ce qui marche plutôt avec votre audience, que vous pouvez leur conseiller comme pack. Est-ce qu'on est que sur un reel? C'est ce qu'on va être sur un réel et une story? Est-ce qu'on va... Voilà, donc il faut aussi vous avoir des feedbacks et que vous fassiez vraiment une analyse de ce qui fonctionne sur votre compte ou non, ce qui parle à votre audience ou non, pour pouvoir conseiller aussi la marque sur ça. C'est super important. Bien sûr, vérifiez toujours ce que propose la marque. Moi, j'aime beaucoup appeler au téléphone, faire des réunions Zoom, pouvoir vraiment m'inspirer du storytelling de la marque, comprendre tout ce qui se passe, poser toutes les questions, tous les rouages, justement pour accepter ou non ensuite le partenariat et voir est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de partager et surtout pouvoir ensuite faire quelque chose d'assez naturel, de comprendre vraiment voilà, les tenants et aboutissants du concept de la marque. Pour ça, il va falloir également comprendre que quand vous êtes rémunéré pour une collaboration, il y a tout un ensemble de choses à respecter. Déjà au niveau de la marque, contractuellement, et au niveau de la juridiction. Donc pour la collaboration avec la marque, en général, soit on va être sur du format libre, d'accord? Et là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Soit on va être sur un brief, où là, on vous envoie un brief. Et c'est pour ça aussi que ça me fait rire quand les gens pensent qu'on est payé à juste faire une story ou à juste faire un réel. Non, pas du tout. Vous avez un ensemble de considérations, de conditions. Comment expliquer telle chose. Voilà, on a un ensemble de points à donner. Il faut comprendre, il faut pouvoir restituer, il faut pouvoir répondre aux questions après. Ça, on oublie souvent, mais une grosse partie du travail, c'est que nous, quand on poste quelque chose, on a 10, 15, 20, 100 DM sur le sujet. Anya, qu'est-ce que tu conseilles sur ça? Anya, j'ai vu que tu as posté ça. Est-ce que tu as testé? Est-ce que si? Quel goût? Même pour du maté, hein, on va me dire c'est quoi ton top? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que ça fait perdre du poids? Donc toute la partie gestion des questions, elle est importante et du coup, il faut avoir compris l'essentiel de la marque pour pouvoir en parler. Important. On a aussi le test. Moi, par exemple, si je partage une formation, je ne partage pas la formation sans l'avoir testée.
C'est-à-dire que vous avez même de la skincare ou quoi que ce soit, on va tester avant. Ça nous prend du temps, ça nous demande aussi de faire quelque chose dans notre quotidien, etc. Donc tout ça, c'est du taf. Ensuite, le taf le plus gros, et c'est pour ça que ça fait partie d'un métier qui est créatif, innovant, il va être dans la création. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais on doit réfléchir à un format, réfléchir à un design, réfléchir à quelque chose de beau, d'esthétique, on doit le monter, on doit être acteur. Donc on doit tout faire, on doit faire de la réalisation, de la post-prod, de la lumière, on doit tout faire de A à Z, il n'y a personne pour nous aider. Donc ça prend du temps, ne serait-ce que pour un montage, mettre des sous-titres, les corriger, trouver une musique qui va avec, pouvoir réfléchir aux transitions, à qu'est-ce qu'on va faire, parce que il faut pouvoir captiver, il faut que la marque aime ce qu'on fait et nous, il faut que ça nous fasse kiffer aussi. Donc tout ça, c'est du travail. Donc vous avez un contrat avec les dates, avec le nombre de contenus, avec ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire, les do and don'ts. Vous avez parfois des clauses d'exclusivité. Moi, par exemple, on va me dire, Ania, sur la période de telle date à telle date, on est la seule marque de parfum qui sera citée. Donc là, il va falloir refuser les autres collaborations de ce moment-là. Il faut que toi aussi, tu aies en tête que tu ne dois pas partager d'autres parfums que tu mets à ce moment-là, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, c'est important. Et puis, c'est du stress. Forcément, c'est du stress parce que vous n'avez pas envie de mal faire les choses et vous n'avez pas envie que la marque, quand vous travaillez en tout cas avec des bonnes valeurs, se sente lésée. Vous avez envie qu'elle soit contente de votre travail, qu'elle soit satisfaite. En tout cas, moi, c'est la manière dont je travaille sur ça. Du coup, pour les collabs, ça se passe comme ça. Vous pouvez un jour peut-être en vivre, vous pouvez avoir des rémunérations, quelque chose à côté, vous pouvez avoir des choses qui vous sont offertes et ça c'est super cool, on va pas se mentir, c'est l'autre bon côté du partage, c'est le fait de pouvoir tester des choses et tout et pour ça on se remercie nous-mêmes d'avoir créé parce que ça nous a pris du temps et on remercie aussi nos abonnés de nous faire confiance et de pouvoir nous faire rayonner encore et encore pour qu'on puisse en fait faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Et ça, c'est vraiment cool. On va dans des endroits qu'on n'aurait jamais pensé côtoyer. Enfin voilà. Donc ça, c'est trop bien. Et je vous dis ça avec une petite audience. Donc j'imagine pas les gens en fait, qui vivent ça. L'autre chose, c'est sur les réseaux sociaux. On m'a demandé, est-ce qu'on montre les bons, les mauvais côtés? Est-ce qu'on montre tout? Moi, je me positionne dans le truc où on montre pas tout. Forcément, on a une vie privée. On a une vie privée dans le bon comme dans le mauvais. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est une plateforme où on crée du contenu pour apporter, donc plutôt positif, où on ne va pas forcément drainer les gens dans le négatif. Maintenant, c'est important d'être sincère et d'être soi-même, de pouvoir aussi faire comprendre aux autres qu'on est humain. Ça leur permet déjà dans une stratégie marketing de s'identifier, mais aussi en termes de santé mentale, de psychologie, de faire prendre conscience aux gens. Ok, on est tous pareils. Aujourd'hui, moi, je suis pas motivée pour aller au sport comme toi, hier, tu l'étais pas. Aujourd'hui, j'ai une baisse de morale. Aujourd'hui, je suis anxieuse. Aujourd'hui, je suis stressée. J'ai galéré avec l'acné. Voilà, donc toutes ces choses-là, il faut en parler parce que justement, il faut pas faire croire aux gens que tout est rose. Il faut pas leur provoquer des baisses de morale comme quand je dis, il faut pas eux, mais nous-mêmes aussi, on a ça. Après, aussi, c'est à nous et aux personnes qui s'abonnent à des gens de faire un travail de non-comparaison, de prendre voilà que le bon et pas le mauvais et tout. Mais à nous aussi de montrer qu'on est humain, c'est important. Vous pouvez avoir une autre approche, ne montrer que le bon, montrer aussi beaucoup de mauvais, comme les snappeuses voilà, qui montrent toute leur vie. Moi, c'est pas trop mon délire. Mais ça, c'est à vous de voir où se trouve votre limite, où se trouve votre vie privée. Une autre chose qui est à noter, c'est que si vous avez l'impression que les gens vivent une vie facile sur les réseaux sociaux, vivent une vie qui est toute rose, vivent une vie belle, etc. Je pense que ces gens-là ont réussi leur travail. Si vous avez l'impression que derrière un réel, que derrière une story, que derrière toute une chose, c'est facile, oh mais elle a la belle vie. Et là, je parle pas, voilà, je parle de gens qui ont des milliers d'abonnés. On se dit, ah mais elle a trop la belle vie, elle a invité là, trop cool, sa vie, elle est trop bien, elle est facile. Si vous avez cette impression-là, c'est que la personne elle a bien fait son job, clairement, parce que c'est qu'elle vous montre que c'est facile. Mais derrière, il y a énormément de stress, de travail. Il y a beaucoup de dark side aussi, comme je vous disais, le cyberharcèlement. Le fait que tout le monde s'intéresse à votre vie. Le fait que vous êtes épié, que vous êtes invité à des événements, que vous devez être dans le speed, dans le rush, que vous devez toujours faire bonne figure, que tout doit être lisse. Tout ça, donc la personne, elle a bien fait son taf. Voilà. Côté juridiction aussi, maintenant, le travail de créatrice de contenu est beaucoup mieux encadré. Donc ça, c'est super cool parce que du coup, on a encore plus de transparence avec toutes les mentions publicité ou collaboration commerciale qu'on doit vraiment mettre. On doit déclarer beaucoup de choses. Voilà, donc tout ça, moi, je trouve que c'est des avancées qui sont vraiment top parce que
dans cette sincérité qu'on a là, on l'a encore plus maintenant avec le cadre de loi qui va en ce sens. Et surtout parce que ça nous permet de comprendre que ça a véritablement construit maintenant la vie en fait de milliers de gens. Aujourd'hui, quand on demande à des enfants ce qu'ils veulent faire, il y a beaucoup, une majorité de filles surtout, qui répondent influenceurs. Ça commence même à dépasser chez les garçons le métier de footballeur. Pour vous dire à quel point ça fait partie du quotidien. Mais ça ne doit pas nous motiver, en fait, on ne doit pas être motivé par la fame, par être connu, par les collabs et tout. Non, en fait, la seule chose qui doit nous motiver, c'est de partager. Et ce partage-là, vous n'êtes pas obligé de faire sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas envie. Il y a plein d'autres plateformes pour ça. On m'a demandé dans les questions pourquoi j'ai voulu lancer mon podcast, par exemple. Justement parce que je trouvais que c'était la plateforme parfaite pour parler plus longuement, pour dire des choses, être dans le slow talk, sans forcément être sur les réseaux sociaux. Et pareil, je vous donne un exemple. On m'a dit... ouais Ania, tes vidéos YouTube, faudrait qu'elles soient plus dynamiques, faut qu'elles durent 15-20 minutes pour l'algo et tout. Mais moi en fait, j'ai envie de parler comme j'ai envie de parler doucement, j'ai envie de donner mon avis sur les choses et c'est ce qui me fait kiffer quoi. Donc si je devais conclure, je vous dirais que si vous avez envie de vous lancer sur les réseaux sociaux et que vous avez peur, parce que j'ai aussi beaucoup la question, comment ne pas avoir peur de flop et tout. Pour ne pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. C'est simple à dire, mais en gros, il faut vous lancer et vous dire, ok, il n'y a rien de grave, il n'y a pas mort d'homme. Le regard des gens, je ne m'en soucie pas. Aujourd'hui, ils disent que je fais pitié. Si demain je perce, ils seront tous là à dire, ah, c'est ma copine, oh, j'étais là depuis le début et tout. On s'en fiche. Vous n'allez pas avoir de regrets pour des gens, pour des choses qui ne comptent pas à 60 ans. À la fin de la journée, tout le monde a oublié ce que vous avez posté, ok? Donc, tranquille, faites-le. Si ça flop, c'est pas grave. Vous allez vous améliorer, vous allez voir ce que vous aimez, vous allez tester, vous allez sortir de votre zone de confort. Ça va peut-être prendre, ça va peut-être pas prendre. Bien sûr, il y a une stratégie derrière ça, hein. Si vous avez envie, on dit oui, si on a touché une personne, on va pas se mentir. Plus on touche de personnes, plus on est content. C'est pour ça aussi qu'on joue le jeu de l'algo, qu'on fait du contenu régulier. Voilà, c'est parce qu'on a envie de grossir, qu'on soit honnête et transparent. Donc pour ça, il va falloir une stratégie, il va falloir un branding derrière votre compte. En fait, il va falloir que vous soyez à mi-chemin entre le feeling et limite le projet entrepreneurial. Et que vous vous dites comment je peux arriver au meilleur résultat. Donc il faut que vous vous demandiez quelle plus-value vous apportez. Je donne un exemple. Moi, ma copine Imen Benhamadi, qui est psychologue, quand elle est arrivée sur Instagram, elle était au carrefour de choses qui n'existaient pas. La spiritualité, la philosophie, la littérature, la spiritualité. Je l'ai déjà dit, la psychologie. En gros, psychologie, au carrefour de tout ce qu'elle aime, elle a pu créer un compte qui était adapté à ça. Et ça, c'est une plus-value, d'ailleurs, qui n'existe toujours pas dans la francophonie. Donc, dans le monde psycho-spirituel et littérature aussi francophone. Donc, à vous de trouver quelle est votre plus-value, quel est le branding que vous voulez avoir, quelles sont les valeurs que vous voulez dégager, à qui vous voulez parler, quelle est votre audience, quel temps et quelle énergie et quel investissement vous êtes prêt à avoir dans tout ça et comment vous allez vous démarquer et tout. Et juste après, lancez-vous, vous verrez que ça va venir tout seul. Partagez à vos proches, demandez-leur de partager. Ça aussi, c'est une chose que j'aurais aimé savoir avant. Vous n'allez pas forcément avoir du soutien des gens les plus proches de vous. C'est pas grave, franchement, vous aurez des soutiens de milliers d'inconnus qui vont devenir vos âmes sœurs virtuelles et tout. Ça vaut de l'or en fait. Donc, ne vous souciez pas. Demandez de partager, ils partagent, c'est cool. Sinon, c'est pas grave, ça prendra un moment ou un autre si ça vous fait kiffer. Regardez toutes les personnes qui ont fait ce travail-là. Aujourd'hui, on se dit, oh trop cool, Yanissa, elle a 1 million d'abonnés. Elle disait par exemple dans une de ses vidéos qu'une des collabs la plus chère pour laquelle elle a été payée, c'était une collab à 270 000 €. Aujourd'hui, on a Lena Situation qui est une des influenceuses les plus connues et tout. Squeezie. Dites-vous que ces gens-là, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils travaillent pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et ils ont commencé comme vous, comme moi, à avoir peur de flop. Et ils ont fait leur première vidéo, leur premier truc, leur premier Vine pour des gens qui se sont lancés à cette époque-là sur TikTok et tout. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'ils ont travaillé pour ça. Donc, il ne faut pas les envier. Il faut vous dire, et derrière, il y a des années de travail. Ça rejoint aussi une question qu'on m'a posée sur... Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour les créateurs du contenu? Alors c'est un grand oui, même si on voit qu'il y en a plein tous les jours, des nouveaux, etc. Dites-vous qu'il y a une audience qui est aussi grande que quand vous suivez un créateur de contenu, vous pouvez en suivre des centaines. Donc en fait, quand quelqu'un prend un abonné, il ne vous l'a pas volé, hein. L'abonné, il peut aussi s'abonner à vous. Et il y a des types de contenus pour tous les types de gens.
On voit, il y a des gens, il y a encore 2 mois, c'était personne sur TikTok. Aujourd'hui, bah, c'est des gens qui pèsent dans le game. Je sais pas, moi, quand on voit quelqu'un comme Super Lumos, Ayoub, je le suis depuis pas longtemps, mais je dirais que je sais pas, ça fait moins de 2 ans sûrement qu'il est sur TikTok, je pense. Et au final, c'est devenu quand même un personnage phare. Des comptes en tout cas que moi je suis, des personnes vraiment slow life dans mon délire, dans le mood Petit Prince, Ice Latte et tout. Donc il y a de la place pour tout le monde. Quand on voit que l'Explorer sur Instagram, il est différent, mais personne n'a un Explorer qui est pareil. Vous imaginez le nombre de contenus qu'il y a, et dans tous les domaines et pour tous les goûts et tout, c'est un truc de ouf. Donc il y a toujours de la place, ne vous dites pas ça. Ne vous dites pas ça, voilà. C'était le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aiguiller, de vous répondre. Pour ceux qui me découvrent sur YouTube, bah, vous pouvez me follow sur Instagram, ania.tairi. Et comme je vous l'ai dit là, moi je suis créatrice de contenu. Et du coup, ça me motive quand vous me laissez des coms, quand vous aimez mes contenus et quand vous vous abonnez. Donc vous pouvez le faire. Et si vous voulez développer plus de sujets, vous pouvez également aller écouter mon podcast Tea Talk by Ania, parce que je parle en fait, je donne beaucoup de conseils pour se lancer, donc je pense que ça pourra vous motiver. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine. Salut!